Bonsoir à tous, bienvenue pour ce webinaire de PMI France. Pour votre information, on a plus de 1000 inscrits et on est à près de 400 participants. Alors on va peut-être se donner une petite minute pour avoir le maximum de gens avant de commencer. Merci de votre patience et merci de nous avoir rejoints déjà. Alors je redirai un peu plus tard, ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas utiliser vos micros, c'est fait exprès. Pour les questions, les interventions générales, vous pouvez utiliser le chat éventuellement. Pour les questions sur le contenu, on va passer par les questions, le volet questions. Alors, 400, bientôt 450 participants. Allez, on se donne encore 30 secondes et puis on va démarrer. Allez, c'est parti. Bon, bonsoir à tous, encore une fois. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce webinaire organisé par le pôle lyonnais de PMI France. Comme vous le savez, j'espère, depuis le début de la crise Covid-19, PMI France vous offre régulièrement des conférences en ligne proposées par les branches et pôles auxquels tous les membres sont invités. Pour ce webinaire, nous avons eu 1159 inscriptions. Et je remercie, avant de passer la parole à la présentatrice, l'équipe technique menée par Anka Sei. Au PMI, nous sommes encore en phase d'apprentissage de l'outil GoToWebinar et nous vous remercions d'avance de votre compréhension en cas de difficulté que vous pourrez avoir pendant la session. Encore une fois, les micros de tous les participants sont coupés. C'est volontaire, c'est pour éviter les interférences avec la conférencière. Évidemment, les questions sont les bienvenues. Dans le volet questions du logiciel GoToWebinar, il y aura une session questions-réponses suite à la présentation d'Isabelle sur la base de ces questions. Sans rien dévoiler de ce que Isabelle vous propose, nous vous invitons à vous munir de quoi écrire pour participer à un exercice qu'elle va vous proposer. Maintenant, une brève introduction d'Isabelle avant qu'elle commence son intervention. Un parcours très riche, 20 ans d'expérience de terrain, design et management de projets sur des nouveaux produits, déploiement de la chaîne critique dont elle va vous parler sur site. Donc là, il y a vraiment du concret. Fondatrice de ProCC, société spécialisée dans la mise en place et l'accompagnement de cette méthode chaîne critique, auteur du livre adéquat et créatrice du programme d'e-learning Boost Project System dédié au management de projet et à l'utilisation de la Critical Chain Project Management. Encore un grand merci à Isabelle pour ce webinaire que vous nous offrez. La parole est à vous. Merci bien. Bonjour à tous et merci à tous d'avance de votre écoute. Nous allons donc parler ensemble des projets, évidemment, mais aussi des ressources et tout particulièrement de la ressource que nous allouons à ces projets et de la ressource aussi temps. Alors, j'espère que vous apprécierez d'avoir donné un peu de votre temps pour participer à ce webinaire et que vous en retirerez quelque chose de positif pour vous et pour vos projets. Alors, ce temps, nous allons en prendre un petit peu tout de suite pour jouer. Et je vous propose le jeu du multitâche. C'est pour ça qu'on vous a demandé de vous équiper d'une feuille et d'un crayon, parce que je vais vous proposer d'écrire sur cette feuille que vous avez devant vous 3 tâches successives.
Donc, les mots que vous allez écrire sur la feuille sont affichés. Le premier mot que vous allez écrire, c'est multitâche. Alors, vous ne l'écrirez que lorsque je vais déclencher un chronomètre que je vous afficherai à l'écran. Donc, au déclenchement du chronomètre, et seulement à ce moment-là, vous allez écrire sur la première ligne de votre feuille le mot multitâche. Il est écrit sur l'écran. Il y a un petit accent circonflexe sur le A. Vous pouvez le mettre aussi sur votre feuille. Vous relevez la tête quand vous avez fini d'écrire cette première ligne et vous notez le temps qui s'inscrira sur le chronomètre. Et puis, vous allez à nouveau sur votre feuille, vous écrivez sur la deuxième ligne la suite de chiffres et de lettres qui ne veut absolument rien dire. 1A, 2B, 3C, 4D, 5E, vous arrêtez au petit E. Et de la même manière, quand vous avez fini d'écrire le petit E, vous allez relever la tête et vous noterez le temps qui sera écoulé sur le chronomètre. Puis vous passez à la ligne, troisième ligne, vous écrirez le mot productif avec le point d'interrogation au bout. Et de la même manière, quand vous avez fini d'écrire ce mot-là, avec le point d'interrogation, vous relevez la tête et vous notez le temps final indiqué au chronomètre. À ce moment-là, on pose le crayon et j'allais dire, on se retrouve tous ensemble. Ce ne sera pas forcément évident de vous avoir les 500 ensemble, mais on va y arriver. Voilà, donc j'espère que les consignes sont bonnes et bien comprises. Juste avant de commencer, j'attire votre attention sur le fait que, évidemment, il y a un rapport avec les projets. Vous savez que en mode projet, il y a un challenge, le triptyque performance coût délai, qui est un petit peu le maître mot du chef de projet. Alors, ce triptyque, il est symbolisé dans ce jeu par le délai, par le chronomètre. La performance, ça va être le niveau de qualité que vous allez mettre dans l'écriture. Donc, effectivement, essayez d'écrire correctement. Après, chacun écrit avec l'écriture qu'il a, hein, on est bien d'accord, mais essayez d'avoir une écriture lisible, propre, sans erreur, parce que là, c'est l'aspect performance de votre écriture ou du projet. Et puis, quant au coût, là, par contre, on ne le mesure pas, ce sera votre feuille et votre crayon. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas que le chrono qui rentre en ligne de compte, il y aura aussi effectivement l'aspect qualité. Voilà, je vais donc vous afficher le chronomètre à l'écran. Alors, attendez. Le voilà. Je pense que vous le voyez. J'espère en tout cas. Il est à 0. Donc, je vais le déclencher. Encore une fois, au déclenchement, vous écrivez d'abord multitâche, vous relevez la tête, vous notez le temps, puis la deuxième ligne A, 2B, 3C, etc. Jusqu'à petit E, vous relevez la tête, vous notez le temps. Et productif, point d'interrogation, vous relevez la tête et vous notez le temps. On se retrouve après. C'est parti. Allons-y. Voilà, j'espère que vous avez bien relevé les temps. J'imagine qu'au bout d'une quarantaine de secondes, à peu près une grande majorité, si ça se passe bien pour vous, a fini cette première phase de l'exercice, ce qui fait que je vais arrêter mon chronomètre et je vais le remettre à 0. Alors, ce que je vous propose, c'est là, vous allez tourner votre feuille, cacher en tout cas ce que vous venez d'écrire, et nous allons recommencer une deuxième séquence, mais avec un mode opératoire différent. À nouveau, je vais déclencher le chronomètre, et au déclenchement du chronomètre, et pas avant, vous allez réécrire ces 3 lignes, mais différemment. Vous allez d'abord écrire le M de multitâche, puis vous allez à la ligne, vous écrivez le 1 de la suite de chiffres et de nombres, de chiffres et de lettres, pardon. Puis vous allez à la ligne, vous écrivez le P de productif, et puis vous revenez à la première ligne pour écrire la suite, le U de multitâche, le petit a en dessous de la suite, le R de productif, etc. Vous revenez à la première ligne et donc vous écrivez à chaque fois un caractère par ligne. Et de la même manière, quand vous avez terminé l'écriture complète d'une ligne, c'est-à-dire quand vous avez par exemple écrit le grand E de multitâche,
vous relevez la tête, vous notez le temps. Vous écrivez le petit E de la deuxième ligne, vous relevez la tête, vous notez le temps. Et le point d'interrogation de la troisième ligne, vous relevez la tête et vous notez le temps. D'accord? Donc, de la même manière, n'oubliez pas de relever les 3 temps à l'écriture totale d'une ligne. C'est toujours bien écrit et dans la bonne humeur, votre crayon marche toujours bien et vous êtes prêts. J'espère en tout cas, parce que moi je déclenche le chronomètre. Top, c'est parti. Bon, là, je ne vous cache pas que je laisse le chronomètre tourner un peu plus longtemps. Je ne vais pas vous déconcentrer. J'espère que vous n'êtes pas en train de vous dire que vous allez vous déloguer, ce serait dommage. Voilà. Bon, je laisse encore un petit peu tourner, histoire que les derniers récupèrent leur temps. En tout cas, le jeu sur le principe est terminé. Alors, quand on a la chance de faire une animation en présentiel, effectivement, on arrive à débriefer un petit peu tous ensemble. Là, c'est effectivement plus compliqué pour moi de récupérer vos ressentis. Alors, ce que je vous propose, c'est de partager les ressentis qu'habituellement on me donne à l'issue de cet exercice, ce jeu. Les ressentis sont les suivants. La plupart du temps, ce qu'on me dit, c'est que ce qui frappe beaucoup, au départ en tout cas, c'est justement le temps. On me dit que ça a été plus long dans la deuxième façon que dans la première. Effectivement, on va revenir sur cette notion de temps. Mais on parle aussi de la manière dont on a vécu cette expérience. Des fois, on s'est senti un peu plus stressé, un peu plus. Ça a été plus compliqué, ça a été même très compliqué, des fois, dans la deuxième séquence. Paradoxalement, écrire multitâche ou productif avec un point d'interrogation, ce ne sont pas des tâches très, très compliquées. J'imagine que dans les projets, les métiers techniques que vous avez ou que vos collaborateurs sont largement plus compliqué qu'écrire ça. Et pourtant, là, ça devient très compliqué parce qu'on est à chaque fois amené à passer d'une tâche à l'autre alors qu'on n'a pas fini la précédente. Certains me disent même qu'ils font des erreurs. Voilà, donc on se dit aussi que ce qui est frappant, c'est ce besoin de se remettre dans la tâche, c'est-à-dire de se reconcentrer sur ce qu'on venait d'écrire et de presque refaire la tâche depuis le début pour arriver à écrire la suite. Ce qui fait que quand je demande aussi, est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez, en vous entraînant un peu, faire cette deuxième séquence-là, significativement plus rapidement si vous vous entraînez, majoritairement la réponse est non, on ne va pas gagner énormément de temps, ça va être un petit peu l'épaisseur du trait, parce que le principe même, l'ordre que je vous ai donné ou la manière que je vous ai amené à écrire cette phrase, enfin ces 3 mots plutôt, impacte directement le temps. Pas une histoire tellement d'agilité, c'est presque une histoire d'organisation ou de méthode de fonctionnement. Alors, au niveau du temps, ce qui est intéressant, c'est de relever effectivement et de comparer un petit peu ce qu'on a noté sur notre feuille, et notamment en faisant l'analogie en projet. Imaginons que les 3 tâches que vous avez faites dans ce jeu soient 3 tâches qui se rapportent à 3 projets différents. Si vous êtes un équipier projet, vous avez 3 tâches à faire, 3 projets différents, vous avez 2 manières de les faire, soit comme la première séquence qu'on a faite, donc les faire les unes après les autres,
soit, et c'est souvent ce qui se passe dans les organisations, parce que les 3 projets appartiennent à 3 chefs de projet différents et que les chefs de projet ont chacun à cœur de pousser leur projet. Ce qui fait que les chefs de projet vous incitent à basculer sur leur projet. Donc, si vous commencez la tâche A du projet 1, je parie que le chef de projet du projet 2 va venir vous voir et va vous dire et vous expliquer pourquoi il est urgent de commencer à travailler sur la tâche de son projet. Donc, il risque de vous interrompre et vous amener à travailler sur la tâche B. Donc. Et puis, le chef de projet du projet 3, il est aussi connu pour son leadership. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été recruté, rappelez-vous, et il va venir vous voir et il ne manquera pas de vous interrompre pour que vous puissiez commencer un petit peu à faire avancer son projet. Et là, si jamais le chef de projet du projet 1 s'en aperçoit, il va vite revenir vous expliquer que quand même, il faut revenir sur son projet. Donc, vous allez faire, même si ce n'est pas forcément votre tasse de thé, un travail segmenté en ABC, ABC, ABC. Et en fait, si on regarde bien, le temps de vous reconcentrer sur chacune des tâches sur lesquelles vous revenez, vraisemblablement va vous amener à faire chaque séquence un petit peu plus longue. Donc, c'est pour ça que j'ai un petit peu augmenté les contributions ABC, ABC des projets. Le bilan au niveau du projet, c'est que quand on prend un petit peu de recul et qu'on s'intéresse au déroulement d'un projet, vous savez que sur un projet, il y a toujours ce qu'on appelle le chemin critique, c'est-à-dire un enchaînement de tâches qui fait la durée du projet. Cet enchaînement de tâches, j'aime bien l'image de la course de relais. Cet enchaînement va pouvoir se faire quand chacune des tâches se termine et passe le relais à la suivante. Donc, si on regarde la date à laquelle la tâche, par exemple la tâche C, bon là, j'ai pas mis la tâche C, mais c'est la tâche la dernière du projet. Si on regarde à quel moment elle se termine, c'est-à-dire à quel moment on peut passer le relais sur ce projet 3 à un équipier suivant. Dans la première méthode, dans la première séquence que vous avez fait, vous avez relevé votre temps, vous pouvez regarder sur votre feuille, vous l'avez écrit, la première séquence, vous avez noté la date à laquelle vous avez fini d'écrire productif, point d'interrogation. Bon, je n'ai pas les temps sous les yeux. J'ai personnellement refait ce petit exercice. Moi, j'ai fini au bout de 25 secondes l'écriture du productif avec le point d'interrogation. 25 secondes, c'est donc la date à laquelle je peux passer le relais sur ce projet 3 à la personne, au métier suivant. OK ? Dans le mode multitâche, c'est-à-dire dans la deuxième séquence, la fin d'écriture de productif, point d'interrogation, vous avez aussi noté normalement la date. Alors là, la date, c'est pas tout à fait la même. Hein. Moi, personnellement, en m'y reprenant 2 fois, hein, j'avoue que j'ai un petit peu triché, j'ai relevé 45 secondes. OK ? Ça veut dire que j'ai terminé donc l'écriture totale du productif point d'interrogation au bout de 45 secondes. OK ? La différence entre 25 et 45, c'est 20. Imaginons que ce ne soit pas des secondes, que ce soit des jours. Okay ? Ça veut dire qu'entre une méthode où on se focalise pour finir et une méthode où on est interrompu, happé par divers projets dans l'organisation parce qu'on y contribue, la différence de temps de passage de relais, elle est de 20 jours. Et ces 20 jours, vus du projet numéro 3 en particulier, ce sont 20 jours qui sont perdus. C'est-à-dire la différence entre j'ai besoin de 45 jours pour finir la tâche C ou j'ai besoin de 25 jours pour la terminer. Les 20 jours de différence, c'est en mode multitâche 20 jours de perdus pour le projet 3. Or, le projet 3 est le moins pénalisé de tous les projets. On s'aperçoit donc qu'à mener nos actions en multitâche, en interruption, dans un environnement projet où la plupart du temps, quand on est dans un portefeuille de projet avec pas mal de ressources et que ces ressources sont partagées, on est interrompu, on est sollicité comme ça par plusieurs projets, eh bien, le mode multitâche nous pénalise tous. Tous les projets sont pénalisés. Le projet 3 d'une vingtaine de jours sur un passage de relais. Le projet 1, si on regarde le même passage de relais,
il va être pénalisé de presque, je sais pas, 37 jours. Ok. Donc, une tâche qui vous demande 7-8 jours, 7-8 secondes, je pense que c'est à peu près ce que vous avez noté, pour faire une tâche pourrait à faire, donc 8 jours pour faire une tâche, peut amener un délai de 45 jours. Donc, la différence entre le temps qu'il faut pour faire et le temps qu'il faut pour finir est énorme. Et une des conclusions de ce jeu, c'est que tous les projets sont pénalisés en mode multitâche, en tout cas le mauvais multitâche, et ce mode de fonctionnement où les ressources sont interrompues, les ressources sont défocalisées, les ressources sont allouées sans avoir le temps de finir sur des tâches différentes, eh bien ce mauvais multitâche crée une énorme différence entre le temps nécessaire pour faire et le temps nécessaire pour finir. D'accord? Le temps nécessaire pour faire, c'est souvent ce qu'on mesure quand on regarde le coût d'une tâche. Le temps nécessaire pour finir, c'est ce qui va faire le délai global du projet. Et quand on regarde l'impact de ce multitâche, on est peut-être déjà un peu moins étonné de retard que prennent certains projets. Voilà, ça c'est une des conclusions qu'on peut avoir sur le jeu du multitâche. Personnellement, depuis que je mets en place la chaîne critique, j'ai fait le tour de pas mal d'organisations et je vous propose de partager les constats que je fais quand je prends connaissance des modes de fonctionnement, des difficultés partagées par ces organisations. Les constats, les voilà. Alors, le premier, ce n'est pas un constat, c'est presque une définition que je fais du mot projet. Les projets, ce sont des aléas. Et c'est un petit peu le challenge et aussi le piment. En tout cas, moi, quand j'étais chef de projet, c'est le piment que je trouvais au projet, c'est de gérer les aléas. On est absolument persuadé, et on le sait d'avance, que ça ne va pas se passer comme prévu. Ça a un petit côté fun. Des fois, ça peut avoir un gros côté stressant. En tout cas, c'est le challenge des projets. Alors, certains le gèrent, et j'en ai connu de manière très cool, en disant de toute façon, les projets sont en retard, donc moi, mon projet, il est normal, entre guillemets, c'est-à-dire que tout se passe comme prévu, j'ai du retard, et ma foi, c'est juste la fatalité. Moi, je considère qu'il y a un autre moyen de piloter les projets que de baisser les bras et de considérer qu'être en retard, c'est une fatalité. Il y a un autre moyen aussi que de dire pour être à l'heure, je vais dégrader la performance ou le coût des projets. Vous allez voir que la chaîne critique propose de piloter par le planning, ça c'est vraiment un parti pris, on pilote par le délai, mais sans dégrader ni les coûts ni la performance. Constat dans les organisations, souvent on me dit nous on a beaucoup de pression, c'est vrai que nos projets sont en retard et pourtant on a de la pression, on a du stress, beaucoup d'urgences toujours à adresser et à la fin de la journée c'est vrai qu'on a tellement on est tellement allé à droite à gauche, on a tellement commencé de choses, on a été sans arrêt interrompu qu'on a un sentiment assez négatif de ce qu'on a fait dans la journée. On a été finalement happé par plein d'imprévus et on est un petit peu débordé et assez inefficace. C'est vraiment le signe de beaucoup de multitâches et c'est souvent aussi révélateur de ce syndrome d'urgence face à l'échéance où au dernier moment on se rend compte qu'on n'a plus le temps de faire ce qu'on avait prévu et que la dernière urgence nous met presque tous d'accord, mais bon, tous d'accord au détriment de tout ce qu'on a laissé en plan. Autre constat, alors ça c'est dans des organisations où effectivement il y a des portefeuilles de projets, il y a plusieurs projets qui cohabitent et qui se partagent des ressources communes. À partir du moment où il y a plusieurs ressources qui travaillent sur plusieurs projets différents, il y a des besoins d'arbitrage. Et ces besoins d'arbitrage sont souvent difficiles. Pour y remédier, on fait des réunions. Ces réunions consomment du temps, évidemment. On essaye, dans ces réunions, d'allouer la meilleure ressource au meilleur endroit. Et ce n'est pas toujours évident de prendre des décisions. Et puis, ce qui est extrêmement vexant si on le vit, c'est que les décisions qu'on arrive à prendre quand bien même la réunion est bien menée, ces décisions vivent parfois très peu de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a un aléa qui peut
arriver très vite, c'est le principe des projets, et qui va remettre en cause les données d'entrée presque de la réunion. Donc, les données d'entrée sont différentes. Si on refaisait une réunion pour en discuter et pour revoir la priorité. Donc, les priorités sont très instables, les décisions le sont aussi, et ça discrédite à la fois ceux qui participent aux réunions et qui arrivent à prendre des décisions parce qu'elles vivent très peu de temps, et puis ça décourage aussi les ressources qui, sans arrêt, changent de priorité. Alors certains se disent, plutôt que de faire des réunions qui sont très chronophages, où on fait beaucoup de chaleur mais on est assez inefficace, on va prendre des décisions avec ce qu'on connaît, c'est-à-dire localement, avec ma vision des différents projets. Bon, je ne sais pas tout, mais j'ai une idée. Elle n'est pas plus mauvaise que celle des autres. Et moi, je vais prendre une décision locale. Le problème, effectivement, de ce genre de raisonnement, c'est que c'est le mot local. À partir du moment où on a pris une décision locale, dans l'espoir d'optimiser localement l'allocation des ressources, on sait, quand un système est très interdépendant, que l'optimum local ne contribue pas à un optimum global. Et notamment la somme des optima locaux ne garantit pas l'optimum global. Et c'est un vrai souci dans des organisations où les ressources dépendent les unes des autres, les projets dépendent des unes des autres, les décisions sont interconnectées. Et baser la performance du système par des décisions locales est une erreur. Voilà. Et en plus, ça met souvent en avant ce que j'appelle l'effet Pavarotti, c'est-à-dire la capacité de certaines personnes à parler haut et fort et à faire passer leur avis qui, évidemment, n'est pas toujours le bon. La science infuse, ça n'existe pas toujours, ni peut-être certainement jamais. Voilà. Dernier constat que je voulais partager avec vous, c'est sur les encours projets, c'est-à-dire le nombre de projets qui sont en vie en même temps dans une organisation. La plupart du temps, dans celles que je vois, il y a trop de projets démarrés en même temps. Donc l'encours de projet est très important, ce qui est propice à du multitâche, notamment du mauvais multitâche, qui occasionne donc un encours élevé, beaucoup de demandes d'arbitrage, qui empêche de travailler sereinement puisqu'on a plein de sollicitations à droite, à gauche, des interruptions, des tiraillements, et qui fait que, inévitablement, la durée des projets va s'allonger parce que le multitâche ne peut que dégrader le délai des projets. Donc ça, c'est un ensemble de constats que je partage avec vous. Si vous y retrouvez un petit peu, je vous propose de continuer pour voir comment est-ce qu'on va proposer d'autres modes de fonctionnement pour éviter de tomber à la fois dans ces difficultés et dans ces pièges. Alors, pour vous introduire la méthode de la chaîne critique, je voulais faire un petit zoom sur le principe d'estimation des durées. Souvent, quand on construit un planning, on veut être fiable et on demande aux personnes d'estimer une durée. Une durée sur une tâche aléatoire, c'est très compliqué à estimer précisément parce que comme la tâche est aléatoire, effectivement, suivant la difficulté qu'on va rencontrer, les imprévus, elle peut avoir une durée très différente. Cette courbe nous montre que statistiquement, sur une tâche aléatoire, les durées sont doublées lorsque la probabilité d'achèvement passe de 50% à 80%. Donc, ce qui veut dire, si je le dis un petit peu différemment, que quand vous voulez augmenter la probabilité de finir une tâche aléatoire et que vous voulez l'augmenter en passant de 50 à 80%, vous allez être obligé de doubler le temps. Ce qui veut dire que de manière souvent tacite, quand vous demandez à vos collaborateurs, par exemple, d'estimer une durée d'une tâche et que vous leur demandez de s'engager, quand ils s'engagent sur une durée, cela correspond à une probabilité d'achèvement certainement élevée, donc de l'ordre de 80%, et vous allez donc récupérer une durée qui va être vraisemblablement de T'. Par exemple, sur ma courbe, là, c'est ce que j'ai indiqué comme étant T'. Et T', c'est 2 fois T. T étant la durée où on a une chance sur 2 d'y arriver, le 50%.
Imaginons, par définition, je vous propose de définir comme étant la marge de sécurité la différence entre la probabilité de 80% et la probabilité de 50%. Okay. Donc ça, c'est la marge. Et c'est cette marge, en fait, qu'on met quand on veut être fiable dans notre prévision, dans notre estimation de durée de tâche a priori. Cette marge de sécurité, le problème, c'est qu'en exécution, parce que, alors là, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin, il y a l'être humain qui exécute, et l'être humain, il est caractérisé par des comportements humains, et qui font que cette marge de sécurité, la plupart du temps, on la gaspille par nos comportements. Donc les comportements, je vous invite à vous retrouver dans l'un ou l'autre de ceux que je vais vous décrire, sachant que suivant les circonstances, on peut être soit l'un, soit l'autre. Hein. Le premier comportement, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'étudiant, qui consiste à donner un temps donc avec une marge de sécurité, puis à se dire que finalement cette marge on n'en aura pas besoin parce qu'en tant qu'étudiant on pense que voilà on a de la chance, finalement on y arrivera sans aléa, ça va bien se passer. Donc on commence par faire plein de choses parce que quand on est étudiant on ne s'ennuie pas. Donc c'est la courbe que je vous montre à l'écran là. Vous voyez que au début de l'exécution de la tâche, l'étudiant fait pas mal de choses, mais il fait pas vraiment un effort sur la tâche. Et puis, il s'y met quand il voit l'échéance arriver, hein, se rapprocher. Donc, c'est vraiment le syndrome de l'urgence face à l'échéance. Il est temps de rendre la copie. Donc là, on va s'y mettre. On fait un gros effort. Et là, si l'aléa arrive, symbolisé par Murphy ici, on est en retard. Donc, l'étudiant, soit il n'a pas d'aléa et il rend sa copie juste à l'heure, entre guillemets, soit il a un aléa et à ce moment-là, il est obligé de renégocier encore du temps parce que la marge, il l'a consommée en faisant autre chose et que là, il n'en a plus. Et donc, il va passer son relais en retard. OK, ça, c'est le premier comportement. Le deuxième comportement, à l'opposé un petit peu, c'est la loi de Parkinson. Alors, la loi de Parkinson, à l'inverse, c'est on commence la tâche dès qu'on nous la loue, donc dès le début du temps. Et puis, là, il y a deux cas. Soit on a un aléa et on a effectivement besoin de l'autre partie de la marge pour couvrir cet aléa et on rend notre tâche, on la finit juste au bout de 2T. Soit on n'a pas d'aléa et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, quand on se reconnaît dans ce comportement-là, on se dit que ça tombe bien parce qu'il nous reste du temps, on n'a pas eu d'aléa, ça nous permet de peaufiner, de faire du polissage, de vérifier, etc. Souvent, c'est ce qu'on dit. Ou alors, ce qu'on dit, c'est qu'on la met de côté et on la rendra quand on s'est engagé parce que c'est dangereux aussi de rendre à l'avance par crainte tout simplement que la prochaine fois, quand on va donner une estimation avec la marge, on va nous enlever systématiquement la marge parce que la dernière fois, on ne l'a pas consommée. Donc, la loi de Parkinson fait que finalement, on ne rend pas à l'avance et on ne profite pas de l'avance dans le cas où on n'a pas eu d'aléa. Donc, ces illustrations montrent que dans l'exécution, quand bien même on a de la marge dans notre estimation, dans l'exécution, cette marge, elle est soit gaspillée, soit éventuellement utile quand on est loi de Parkinson, mais en tout cas, on ne cumule que les retards. On n'arrive pas à profiter des avances. Et ce qui fait que quand on regarde un planning construit de cette manière-là, quand bien même il y a pas mal de marge un petit peu partout sur les tâches, on s'aperçoit que cette marge n'est pas suffisante puisque il suffit de très peu de tâches en retard pour que l'ensemble du projet le soit, puisqu'un petit peu comme un effet domino, on a cumulé que les retards. En fait, on n'a pas profité de nos avances. Alors, comment éviter de tomber dans ces pièges? Donc, ce que propose la chaîne critique, c'est 3 règles. En tout cas, moi, j'aime bien la présenter sous la forme de 3 règles. Les 2 premières, vous verrez, sont des règles qu'on pose a priori, c'est-à-dire en mode de planification, d'organisation. La 3e étant une règle qui sera utile lors de l'exécution pour le pilotage des projets et du portefeuille de projet. La première règle, elle est
très facile à l'expliquer si je vous pose la question, comment faire passer un troupeau d'éléphants dans un couloir? La plupart du temps, la réponse est claire, vous allez me dire en file indienne. Et effectivement, la première règle dit, nous avons trop de projets en cours en même temps, trop d'éléphants dans notre couloir, trop de projets en cours, il va falloir réduire cet en cours et retarder le démarrage des projets pour qu'ils puissent se séquencer correctement et rendre le portefeuille de projets beaucoup plus fluide, avec un débit constant et des projets qui se finissent. On est toujours focalisé sur notre capacité à commencer, alors que le projet, il faudrait être focalisé sur notre capacité à le finir, parce que le projet a de la valeur quand il est fini. Voilà, donc l'idée, c'est de rendre fluide notre machine à projet, j'allais dire, et de se focaliser sur notre capacité à finir les projets et à ne les commencer que quand on sait les finir sans être interrompu. Voilà. Même si ça paraît évident, après dans le principe, c'est un petit peu compliqué parfois à se rappeler que le meilleur moyen de faire passer ce troupeau, c'est effectivement en file indienne. En tout cas, l'idée de cette première règle, c'est réduisons l'encours des projets. Trop de projets retardent tous les projets. Acceptons d'en faire moins en même temps, mais les faire plus rapidement. La deuxième règle, c'est de la planification. Au niveau du projet, on a vu que quand on planifie de manière classique, on essaye d'estimer des durées de tâches. Là, j'ai, à vertu pédagogique, simplifié un planning. On a 3 tâches, une rouge, une bleue et une verte, qu'on planifie en mode traditionnel avec chacune une marge. Et la marge, c'est donc la moitié de la durée de la tâche. Pourquoi? Parce qu'on a demandé donc aux personnes de s'engager sur une estimation. Et quand l'équipe rouge dit il me faut par exemple 4 jours pour faire cette tâche, c'est 2 jours avec une chance sur 2 d'y arriver et 2 jours de marge qui est la différence entre le 50% de probabilité et le 80%. Donc j'ai assuré ce qui correspond aux marges sur chacune de ces contributions. En mode chaîne critique, ce qu'on va dire, c'est que pour éviter de gaspiller ces marges, on va en fait les retirer au niveau des tâches et on va les mutualiser. Tout simplement parce que ce qu'on veut, c'est pas finir chacune des tâches à l'heure. Ce qu'on veut, c'est finir le projet à l'heure. Donc, ce qu'on veut protéger, c'est le projet ou le milestone, enfin voilà, le prochain rendu. C'est pas forcément la fin du projet, c'est un événement important dans le projet. Donc, j'ai cumulé chacune des marges, je les ai enlevées au niveau des tâches et la somme 2 plus 8 plus 6 fait une marge globale de 16 que j'ai mutualisée. Et là, vous allez voir, je me permets de diviser par 2 la durée globale de cette marge parce que je l'ai mutualisée et parce que le principe de mutualisation fait effectivement que je ne vais pas gaspiller de la même manière cette marge. Donc la mutualisation, c'est typiquement ce qui se passe donc au niveau des assurances, par exemple. Hein. On mutualise toutes les contributions pour n'intervenir que quand il y a un aléa. Donc là, de la même manière, on mutualise toutes les marges, on les réduit et on ne les utilise que si on a un aléa sur l'une ou l'autre des tâches. Si on n'a pas d'aléa, alors on ne gaspille pas notre marge, on ne vient pas, j'allais dire, puiser du temps dans ce qu'on appelle le buffer, qui est la partie assurée en noir, et on peut passer le relais sans gaspiller donc cette marge qui ne nous a pas été utile. On peut passer le relais à l'équipe suivante. Si par contre on a un aléa, eh bien on peut consommer du temps supplémentaire pour finir, on en a besoin, c'est légitime. Donc l'idée c'est, ce buffer il est partagé, il est commun, il est disponible pour chacun des intervenants, il ne faut pas le gaspiller, il fait entièrement partie de l'engagement de l'équipe projet. Donc l'équipe projet s'engage à finir par exemple le projet en 24 semaines, imaginons que ce soit des semaines. Donc les 8 semaines de buffer font partie de l'engagement projet, évidemment. Vous voyez d'ailleurs que ce buffer, il n'est pas anecdotique. Hein. 8 semaines sur 24, c'est très important. Ça représente un tiers de la durée totale du projet et c'est une manière de partager les risques en temps ou techniques qui peuvent arriver, on ne sait pas trop où, lors de l'exécution de ce projet.
Et à partir du moment où on planifie les projets de la sorte, on peut, et c'est la troisième règle, les piloter en suivant l'avancement de la chaîne critique, c'est-à-dire de l'ensemble des tâches qui se passent le relais et qui font la durée la plus longue du projet. Donc, on suit l'avancement de cette chaîne critique, donc ces tâches estimées à 50%, et on compare cet avancement à la consommation du buffer là, qui est représentée sur l'axe des ordonnées. Et avec ce graphique qu'on appelle le fever chart, on peut piloter le projet et voir si on est dans des zones qu'on définit. On a 3 zones sur ce graphe. Une zone verte qui est la zone dans laquelle on avance plus vite qu'on consomme du buffer en pourcentage. Vous voyez que le graphe est parfaitement normé, donc on peut comparer aussi des projets de durée différente. Si on est dans le vert, ça va très bien, on avance plus vite qu'on a d'aléas, donc on consomme de temps dans le buffer. Parfait, il faut continuer comme ça. Par contre, on peut basculer dans la partie orange, voire rouge, où là, si on est dans le rouge, effectivement, à l'inverse, on a plus d'aléas qu'on arrive à vraiment avancer par rapport au plan du projet. Ça veut dire que la date de fin d'engagement de rendu du livrable est en péril et c'est maintenant qu'il faut agir. Donc, à partir du moment où vous pilotez par différentes mises à jour, qui sont les petits points là sur le graphe, et que vous arrivez dans le rouge, l'indicateur vous dit là, agissez, parce que si on se projette à terme, votre projet c'est en retard. Donc, c'est maintenant qu'il faut agir. Vous avez encore des degrés de liberté. Vous avez de quoi anticiper le fait que il faut redresser la barre pour être à l'heure. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un indicateur qui vous alerte au plus vite, au plus tôt, et qui vous donne le moyen de trouver des actions correctrices. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce même indicateur, donc ce fever chart, est disponible en mode portefeuille de projet, où là, en instantané, vous allez voir l'ensemble des projets. Là, j'en ai représenté une dizaine de votre portefeuille, et vous allez très rapidement, quand vous êtes au niveau d'un comité de pilotage, par exemple, ou d'une direction, vous allez très rapidement savoir quels sont les projets qui ont vraisemblablement besoin d'une décision, d'aide. Par exemple, le projet P1 n'est pas en forme, là, on peut le dire. Et donc, si on a du temps à passer avec les différents chefs de projet dans une réunion de pilotage, le chef de projet qu'on veut voir cette semaine, c'est le chef de projet du projet P1. Hein. Celui du projet P6, par exemple, bah, il a fini. Vous pouvez le féliciter. Au contraire, vous devez même célébrer. Hein. On va fêter ça. Il a fini en avance. C'est possible de finir un projet en avance en chaîne critique. Donc, merci. C'est pas la peine de passer du temps avec lui. Par contre, P1, il doit avoir des choses à nous raconter, peut-être des décisions à nous demander, à nous, comité de direction. Et c'est important de l'écouter et de passer du temps sur son projet. Et avec ce graphe aussi, vous pouvez arbitrer de manière objective une allocation de ressources, parce que si vous avez besoin d'allouer la même ressource sur le projet P1 ou le projet P10, par exemple, mais il est évident que celui qui en a le plus besoin, c'est le projet P1. Il n'y a pas besoin de faire de réunion, il n'y a pas besoin d'aller contacter tous les managers. L'indicateur est fiable, objectif. Il évite l'effet Pavarotti aussi. La ressource est allouée au projet P1 parce que c'est le moment de prendre des actions correctrices et de l'aider. Voilà, alors quand on met en place la chaîne critique, on a des résultats qui sont assez bluffants. Moi, les premiers que j'ai expérimentés quand je l'ai mis en place la première fois, il y a un peu plus de 10 ans, dans une entreprise de micro électronique à EDV, on s'est aperçu qu'on a réduit au bout de 18 mois, j'avais fait une photo au bout de 18 mois, on avait réduit de 40% la durée moyenne de nos projets. À la fois en les planifiant de manière plus agressive, donc en diminuant un petit peu la durée planifiée et en améliorant nettement le respect des délais. Après, je me suis aperçue, je dois dire, ça m'a fait un petit peu plaisir, que la moyenne, quand on regarde la moyenne dans le monde des mises en place CCPM, bah, la moyenne est à 39%, donc à peu près ce qu'on avait expérimenté chez EDV, avec des meilleurs cas aussi assez bluffants de durée de projet diminuée de 78%.
et un respect des délais, en tout cas nettement amélioré. Donc de beaux résultats sur en tout cas les chiffres qui sont communiqués et qui peuvent venir d'entreprises très diverses, hein, quel que soit le secteur. Là, vous avez un tableau qui vous montre que quel que soit le secteur, du développement, du hard, du soft, de la maintenance, des projets informatiques dans la pharmacie, dans la construction, on a à chaque fois cette même possibilité de réduire les durées des projets et d'améliorer le respect des délais. Voilà. Alors évidemment, pour la mettre en place, cette méthode, il faut d'une part avoir envie de s'améliorer, il faut que la direction nous supporte. Il est nécessaire que les processus, en tout cas c'est beaucoup mieux, les processus notamment projets soient en place et d'avoir la disponibilité des personnes, des acteurs clés projets, parce qu'il va falloir qu'ils participent évidemment à cette démarche. Cette démarche, en général, on l'organise de la manière suivante. En tout cas, moi, c'est ma manière d'intervenir. D'abord, partager l'état des lieux, donc faire un diagnostic, regarder comment fonctionne la structure, identifier éventuellement des périmètres. On n'est pas obligé de faire sur tout un portefeuille de projets, on peut faire sur un secteur particulier. Regarder où sont les contraintes, c'est-à-dire ce qui limite notre capacité à faire plus de projets, à les faire plus vite. Les contraintes ne sont pas partout, hein. Il y a toujours quelque chose qui est plus limitant. Donc, l'intérêt, c'est d'avoir une idée d'où ça se trouve, quelle équipe, par exemple. Et puis, évidemment, de chiffrer ça. Quel est le gain qu'on a à respecter nos délais, à faire plus vite nos projets. En général, d'ailleurs, quand on fait le calcul, c'est effrayant comme être en retard sur des projets nous coûte cher. Donc, à l'inverse, effectivement, remettre les plannings à jour, à l'heure et finir les projets, bah, ça crée de la valeur. Une fois qu'on a fait ce diagnostic, on peut se préparer. C'est comme un projet, hein. La mise en place de la chaîne critique, c'est un projet. Donc, l'idée, c'est on se prépare avant de mettre les gaz, j'allais dire. Donc, pour se préparer, ben, on construit les plannings, on travaille sur les méthodes, les outils, on forme. La pédagogie me paraît essentielle là-dedans parce qu'il faut qu'on explique pour qu'il n'y a pas de piège, hein. Il faut que les personnes, les acteurs comprennent ce qu'on met en place, comment ça va changer aussi les habitudes. Le but, c'est pas d'être fiable par rapport à une estimation. Le but, c'est de pas gaspiller son temps. Le but, c'est de pas s'interrompre. Le but, c'est de se protéger. Donc, il y a vraiment un changement de paradigme qui fait que il faut l'expliquer. Ça peut prendre du temps, mais ce temps est nécessaire avant de ce qu'on appelle faire le go live, c'est-à-dire de basculer vraiment l'ensemble du portefeuille, en tout cas du périmètre qu'on a sélectionné, dans ce nouveau mode de fonctionnement qui est très intéressant, où on a à la fois un peu de discipline, parce qu'il y a de la discipline à mettre en place, mais d'un autre côté, plus de liberté, parce qu'il n'y a pas cette contrainte de finir chacune des tâches à l'heure. Il y a le besoin de se focaliser, de ne pas être interrompu, de faire calmement le travail qu'on a envie de faire et de passer le relais correctement aux équipes suivantes. Je vous laisserai un petit peu de biblio si vous êtes intéressé par le sujet, à la fois sur le livre éponyme qu'a écrit Goldratt, qui est à l'origine de cette méthode issue de la théorie des contraintes, et d'autres livres intéressants, notamment Biface au Bigone, qui est une application dans le domaine de la pharmacie. Voilà, pour conclure, ce que j'aimerais dire en synthèse, c'est une chose sur laquelle je n'ai pas forcément eu le temps d'insister, mais qui me paraît pour moi très importante et en tout cas clé, c'est que ce qui fait la réussite des projets, de mon point de vue, c'est 80-90% d'humain. Et la chaîne critique propose justement de donner le temps aux acteurs, donc à l'humain, donner le temps de faire correctement son travail avant de passer à autre chose. Et en ce sens, elle répond à ce paradoxe qui est, pour réduire les délais, pour faire plus vite, je ne vais pas vous demander de vous précipiter, je ne vais pas vous mettre plus de pression, je ne vais pas vous demander de travailler encore plus, je vais vous demander juste, en changeant les règles du jeu, comme on l'a vu dans le jeu, de prendre le temps de bien faire, de bien finir et de passer après le relais au suivant. Et c'est parce qu'on prend le temps
de bien travailler, de bien finir les tâches, qu'on arrive globalement à augmenter la performance de nos projets en termes de respect des délais et donc, sur une année, le nombre de projets qu'on arrive à finir avec les mêmes ressources. L'idée, c'est de faire plus avec autant. Voilà, j'en ai à peu près fini pour la présentation de la méthode. J'avoue que c'est très rapide à présenter comme ça, mais au moins j'espère que ça vous donnera un petit peu une vision globale et peut-être la curiosité d'approfondir le sujet. La suite, c'est la proposition d'un petit sondage qui fait un petit peu écho au sujet évidemment du jour. Sondage que je vous propose à présent. Donc, il y aura 2 questions qui vont vous être soumises et qui sont à l'écran. Je pense qu'on peut envoyer le sondage. Vous voulez que je présente le sondage? Alors, merci pour ceux qui ont déjà répondu. N'hésitez pas, hein, vous avez le choix sur votre écran et ça nous permet de remonter toutes les informations pour qu'Isabelle puisse commenter par rapport à son expérience par la suite. On attend encore un tout petit peu. Ouais, d'accord. Pour la première question, on arrive à, voilà, on va arriver à 70%, merci. D'accord, donc, ok, je fais un petit commentaire et puis après on enchaîne sur la deuxième question. Donc là, ce que vous avez dit, c'est l'impact du mauvais multitâche sur les projets, de votre point de vue, c'est quand même énorme, puisque plus de 90% pensent que c'est très impactant, 52% oui énormément. Donc, vous êtes vraisemblablement dans des organisations comme toujours d'ailleurs, où le multitâche est vraiment un très lourd handicap. Et j'allais dire, ça tombe bien, c'est le point de départ qu'on utilise en chaîne critique pour effectivement travailler sur l'amélioration des délais. La chaîne critique est donc faite pour vous. Première bonne nouvelle. On peut passer à la question 2. À votre avis, les projets terminés à l'heure donc de votre organisation représentent en proportion des projets menés moins de 25%, entre 25 et 50, entre 50 et 75% ou plus de 75%. Donc sur les projets terminés à l'heure. Voilà, ça va bientôt arriver à plus de 65% de votants. Merci à tout le monde pour vos réponses. Alors, donc les réponses, les projets terminés à l'heure, 38% pensent qu'il y a moins de 25% de projets terminés à l'heure. 38% entre 25 et 50, donc des projets terminés à l'heure entre 50 et 70. Alors, attendez, que je ne me mélange pas les pinceaux. Voilà, donc ça veut dire qu'en proportion, effectivement, globalement, vous êtes dans des organisations où la tendance n'est pas de finir les projets à l'heure. Là encore, alors si ce sont les mêmes qu'on dit que globalement on ne finissait pas les projets à l'heure et globalement vous êtes en multitâche, la bonne nouvelle c'est qu'il y a certainement un lien. C'est que plus vous êtes en multitâche, plus les projets durent longtemps, comme vous l'avez sûrement compris, et que la première chose à faire, effectivement, ça va être de diminuer l'encours, ce qui est très simple à dire, mais largement pas facile à faire, surtout que ça ne dépend pas d'une décision locale. D'où l'intérêt d'avoir cette démarche systémique. La chaîne critique, ce n'est pas une décision que vous allez prendre, vous, en tant que chef de projet dans votre coin. C'est vraiment au niveau de l'organisation, on change les règles du jeu. Et au niveau du système, on a envie, globalement, de faire plus avec notre équipe R&D ou avec
avec nos acteurs. Donc, c'est une décision globale à mettre au niveau du management. C'est pour ça que je vous avais parlé du sponsor de la direction. Voilà, il nous reste un petit peu de temps, je pense, pour des questions-réponses. Alors, je vais proposer les questions qui ont été mises sur la partie logicielle. Elles ont été classées, on ne pourra pas toutes les passer. Je commence. Oui. Est-il possible d'adapter le buffer de temps en fonction des risques identifiés ou non identifiés d'ailleurs? Oui, ouais, c'est une question assez classique qu'on me pose. Effectivement, on peut toujours, et il y a certains logiciels, parce que derrière, il y a des logiciels qui peuvent calculer justement ces buffers, qui proposent j'allais dire, de customiser à chaque fois le buffer au risque. C'est possible. Moi, ce que je vous propose la plupart du temps, c'est de commencer simple, c'est-à-dire de prendre une règle assez brutale, comme celle que je vous ai présentée. C'est systématique. Ça permet de mettre tout le monde, d'embarquer tout le monde avec la même règle. Et une fois que vous serez bien habitué à ça, vous pourrez faire quelque chose d'un peu plus raffiné, un peu plus subtil. Mais à vertu pédagogique, je recommanderais plutôt d'y aller step by step. Mais néanmoins, c'est parfaitement possible. Ouais. Alors, une autre question. Comment calculez-vous la durée d'un buffer de ressources? Alors, le buffer des ressources, j'en ai pas parlé. Je n'ai parlé que du buffer temps. Les buffers de ressources, en fait, c'est cette capacité qu'on a à avoir un petit peu de personnes ou j'allais dire, de bras disponibles au cas où. L'idée, c'est le buffer de ressources, il est calculé, enfin, il n'est pas calculé en fait. L'idée, c'est de ne jamais, alors ça, c'est quelque chose qui peut choquer aussi pas mal de personnes dans les organisations, de ne jamais charger les personnes à 100%. C'est-à-dire, à partir du moment où vous considérez qu'il peut y avoir des aléas, si vous n'avez pas de la capacité pour les absorber, ces aléas vont créer du retard. Donc, ne chargez jamais vos équipes à 100%. Ça ne veut pas dire qu'elles vont avoir du temps de libre, qu'elles vont rien faire, qu'elles vont s'ennuyer, pas du tout. Ça veut dire qu'elles vont être disponibles s'il y a des aléas. Donc, ma recommandation, c'est ce qu'on appellerait le buffer de ressources, c'est par rapport aux tâches identifiées, ne chargez pas vos équipes à plus de 75% sur le papier. Hein, parce que si vous partez déjà à 100%, ou même il y en a qui chargent à 120% pour être sûr que ça, on ne s'ennuie pas, hein, ça crée évidemment du stress et on n'a plus aucun moyen de répondre à l'aléa, y compris en capacité. Donc ma recommandation plutôt 75% de charge. Alors, est-il possible de combiner agile et chaîne critique? Absolument, oui. Bonne question qui revient souvent, oui. D'ailleurs, dans l'idée, je considère que la chaîne critique est une méthode agile dans le sens où elle veut répondre à l'aléa. Donc, on n'écrit rien en dur. Hein. Le planning, il est écrit a priori pour ne pas être respecté, j'allais dire, parce qu'on est sûr que ça ne va pas se passer comme ça, juste pour partager la même date de fin. Et après, on s'adapte. On s'adapte, donc on est agile. Après, si on parle de méthodes agiles au sens, par exemple, Scrum, on peut tout à fait combiner, et souvent ça se fait d'ailleurs sur des phases, un planning vraiment macro au niveau de la chaîne critique et une animation, une organisation dans l'équipe métier qui fait du développement, du software par exemple, une animation agile avec des Scrum meetings, des sprints, etc. Donc oui, c'est faisable. Je le propose souvent d'ailleurs dans les organisations. Merci Isabelle. Alors, pour essayer de finir à l'heure ce projet, on va s'arrêter là pour les questions en direct. Un grand merci encore à vous pour votre présentation instructive sur un sujet qui est ô combien important, hein, pour toute organisation. Alors, quelques informations logistiques sur la slide d'après, je crois. Déjà, je rappelle, on avait eu 1159 inscrits, on est monté à 628 participants. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient là ce soir. Vous recevrez une enquête de satisfaction dès ce soir. Il y aura le code PDU qui vous sera envoyé, qui est le même que celui qui est affiché. Et vous aurez un lien vers le replay, puisque la session était enregistrée. Toutes les questions que vous avez posées à Isabelle seront retranscrites
avec les réponses qu'elle voudra bien y apporter, même celles qu'on n'a pas pu traiter en direct, dans un article qui sera bientôt disponible sur le site pmifrance.org dans la rubrique conférences passées du pôle de Lyon. Voilà, vous irez chercher si vous êtes curieux. Merci d'avoir participé au webinaire PMI France, pôle Lyon, la chaîne critique. Osez finir vos projets à l'heure. Nous espérons que vous avez apprécié à la fois le format et son contenu. Bonne soirée à tous. Merci à tous.